Donc bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire dans lequel on va parler du coup des campagnes Google Ads. Voilà. Avec vous, donc vous avez, je parle à la troisième personne, Marine Soroko. Je suis Marine Soroko. Je suis directrice associée d'Adimeo. Et Naïma Brahimi, je suis consultante marketing digital chez Comexplorer. Petite brève page de publicité, on va faire très bref pour vous dire qui est Adimeo. Adimeo, on vous accompagne au quotidien pour faire du digital le levier de votre croissance et on travaille aujourd'hui sur... Vas-y, tu peux passer. Je n'ai pas la main pour passer. Et on travaille aujourd'hui pour construire un petit peu toutes les étapes de votre transformation digitale avec des nouveaux outils, avec de nouvelles organisations, de nouvelles techniques, de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs, vos consommateurs. Et notre challenge au quotidien, c'est de créer des expériences digitales qui soient à la fois uniques, remarquables et performantes. Et pour vous aider au mieux sur ces sujets-là, on est organisé aujourd'hui autour de 4 grandes expertises au sein du groupe. Une expertise conseil et stratégie dans laquelle on va définir les trajectoires de transformation de nos clients à travers des audits, des études utilisateurs, des définitions de stratégie, des accompagnements à consultation. Un studio qui va travailler le design et l'innovation de toutes les interfaces qu'on va faire, interface de projet web. On va mettre en musique tout ce qui a été défini en amont en produisant techniquement ces interfaces, avec des équipes de développeurs qui vont travailler sur les sites, sur les applications métiers, sur les applications mobiles. Et puis, ce qui nous concerne le plus aujourd'hui, le quatrième volet, et qui est porté par Comexplorer, qui fait partie du groupe, c'est tout ce qui a trait au marketing et à l'animation, et bien évidemment, les sujets d'acquisition payante, et plus particulièrement ce dont on va parler aujourd'hui, les sujets d'acquisition payante avec Google Ads. Voilà. Aujourd'hui, sujet clé, on va essayer de vous faire passer toute notre expertise acquise au cours de ces nombreuses dernières années pour vous aider à mieux performer sur vos campagnes Google Ads. Alors, peut-être que vous vous posez dans la question aujourd'hui de vous dire je vais me lancer sur Google Ads ou je suis déjà en train de faire des campagnes Google Ads mais je ne performe pas suffisamment. Aujourd'hui, on va vous aider à travailler votre budget pour atteindre vos objectifs. Le choix des objectifs dans les questions des campagnes est clé et est un élément déterminant de la réussite de vos campagnes. On va vous aider à déterminer quel format de vos annonces, quels canaux, parce que Google Ads, il y a plein de façons de faire ces publicités. On va vous aider à optimiser, on va dire, tune-finer, paramétrer vos campagnes pour atteindre vos cibles, parce qu'effectivement, avec Google, on a la capacité à cibler très précisément. Et enfin, dans le suivi de la campagne, donc une fois que vous l'avez lancée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de manière récurrente pour piloter et être toujours dans cette démarche d'amélioration continue, de façon à maximiser le ROI de vos campagnes. Voilà un petit peu ce qu'on vous propose aujourd'hui, et c'est à toi, Naïma. Merci. Avant de démarrer, peut-être pour poser un petit peu de contexte, pourquoi se lancer sur Google Ads? S'il y en a qui se posent la question parmi vous, c'est important aussi de revenir dessus. Aujourd'hui, on le sait, Google, c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé en France. Et ne pas être présent sur la première page de Google revient presque à être invisible auprès de ses utilisateurs. Donc, il y a plusieurs moyens d'apparaître sur les pages de résultats de recherche, sur des requêtes qui sont stratégiques pour votre activité. Il y a à la fois le référencement naturel, mais du coup qui est dans une temporalité un petit peu plus longue, et du coup Google Ads qui permet vraiment d'aller se positionner dans les toutes premières positions sur le moteur de recherche. L'acquisition payante sur Google Ads, c'est aussi un très bon moyen, donc, comme je disais, d'obtenir des résultats rapidement, parce que pour la majorité des utilisateurs, les annonces qui sont affichées par Google correspondent effectivement à leurs besoins. Et on va le voir après, il y a une vraie importance à accorder en fait sur l'alignement entre les mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner, les annonces que vous allez produire, mais aussi les pages que vous allez proposer une fois que les utilisateurs ont cliqué sur l'annonce. Et enfin, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le taux de clic moyen sur une annonce Google Ads se situe entre 5 et 7%, ce qui permet quand même de driver pas mal de trafic vers votre site et du trafic plutôt qualifié, puisqu'il y a en tout cas, vos annonces répondent à un vrai besoin et une vraie recherche des utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt pour poser un petit peu le contexte. Avant de démarrer aussi, je voulais revenir sur les étapes à suivre pour pouvoir lancer une campagne Google Ads. Donc, on va les détailler juste après, mais la première étape qui est vraiment clé, ça va être de définir l'objectif de votre campagne. Déjà, de définir qui est-ce que vous souhaitez toucher
Et surtout, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif avec cette campagne? Est-ce que le but, c'est de donner de la visibilité à votre marque ou à un produit? Est-ce que ça va être d'augmenter le trafic sur votre site? Est-ce que ça va être de générer des leads, de générer des achats directement en ligne? Et donc, c'est se poser ces questions-là à l'initial, c'est ce qui va vous permettre à la fois de définir vos objectifs, donc créer les conversions en fait qui vont pouvoir permettre de mesurer le succès de vos campagnes, et in fine de pouvoir mesurer concrètement le ROI de vos campagnes. Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, ça va être de venir définir votre budget et donc votre stratégie d'enchère. Et on le verra, votre stratégie d'enchère, elle est directement reliée à votre objectif de campagne. Vous allez pouvoir ensuite commencer à structurer votre campagne. Donc, identifier les mots-clés si vous passez par du search, identifier les audiences si vous faites du display ou du retargeting. Et on verra un petit peu les définitions de ces mots juste après. Choisir les emplacements de diffusion de nos annonces et aussi créer les annonces avant de pouvoir implémenter et lancer la campagne. Mais ça ne s'arrête pas là, comme le disait Marine juste avant. Il va y avoir un fil rouge en fait tout au long de votre utilisation de Google Ads. Ça va être d'optimiser régulièrement pour s'assurer de toujours provisionner le budget là où il est le plus pertinent et toujours essayer d'aller chercher de meilleures performances et atteindre vos objectifs. Donc, la première étape, ça va être de sélectionner l'objectif de votre campagne. Donc, comme je le disais, ils peuvent être multiples. On peut choisir de faire une campagne plutôt orientée notoriété pour du coup donner de la visibilité à sa marque ou à son produit, faire une campagne d'acquisition, de génération de leads, ou faire une campagne pour du e-commerce sur de l'achat en ligne, par exemple. Et en fait, une fois que vous avez défini cet objectif ou ces objectifs de campagne, vous allez pouvoir venir créer ce qu'on appelle des conversions ou des objectifs dans Analytics, par exemple, c'est ce qui va vous permettre en fait de dire à Google, je considère que mon utilisateur a converti à partir du moment où il a rempli tel formulaire, à partir du moment où il a acheté tel produit. Et en fait, c'est en paramétrant ces objectifs-là que Google va pouvoir comprendre et surtout mieux répartir votre budget par rapport à ce qui convertit réellement ou pas. Donc, c'est hyper important à l'initial de la campagne de vraiment définir vos objectifs. Alors, vous pouvez le faire dans Analytics, vous pouvez le faire via Google Tag Manager, mais vous pouvez aussi le faire directement dans Google Ads. Il faudra simplement, en fait, peu importe la solution que vous choisissez parmi ces trois-là, mais il faudra rajouter le code de tracking Google Analytics sur votre site si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous pourrez créer vos conversions directement depuis Ads ou Analytics. Donc ça, c'est vraiment une étape cruciale pour mesurer le ROI de vos campagnes. Ensuite, selon l'objectif que vous allez choisir, vous allez pouvoir choisir une stratégie d'enchère directement sur Google Ads. Donc, si par exemple, votre objectif, c'est plutôt un objectif de notoriété, vous allez vouloir, ou un objectif de trafic plutôt, vous allez vouloir attirer des visiteurs sur votre site. Et dans ce cas-là, votre stratégie d'enchère, ça va être de maximiser les clics. Et on va passer par une stratégie donc de coût par clic, où vous allez pouvoir dire à Google, moi, mon objectif, c'est de faire le plus de clics possible avec un budget de temps, de 9 centimes, de 12 centimes, de 15 centimes, selon la concurrence qu'il y a sur vos mots-clés. Donc ça, c'est si vous voulez attirer du trafic sur votre site. On va ensuite avoir une stratégie d'enchère sur les impressions. Donc là, le but, ça va être de faire le maximum d'affichage. Donc d'avoir votre campagne, enfin votre annonce en tout cas, qui va s'afficher sur les pages des résultats de recherche le plus de fois possible par rapport à l'enchère que vous allez fournir à Google. Donc là, on est vraiment sur un objectif et une stratégie d'enchère pour valoriser la notoriété. Ensuite, la priorité aux conversions, c'est souvent celle qui est la plus sélectionnée puisque le but, c'est de générer des leads ou des achats en ligne. Et là, donc, on va pouvoir avoir un système d'enchères qu'on appelle au coût par action, donc le CPA, où vous allez pouvoir dire à Google, moi, mon coût maximal par lead, ça va être, je ne sais pas, 50 €. Et vous dites à Google, il va falloir que j'ai le plus de conversions possible à 50 € la conversion. Et enfin, il y a un dernier système d'enchères là qui est plutôt spécifique à YouTube pour le coup, puisque ça va être la priorité aux vues. Et donc, un système d'enchères au coût par vue qui va permettre d'évaluer le niveau d'intérêt de la cible et de ne payer que lorsque les personnes auront vu votre vidéo à 100%. Ce qui fait que YouTube aujourd'hui reste un levier qui est assez abordable parce que vous ne payez que quand les gens voient la vidéo en entier. Et on le sait, la plupart des gens ont tendance à zapper au bout de 5 secondes quand on leur propose d'ignorer l'annonce. Mais au moins, ça vous permet quand même de faire de l'affichage et de diffuser le nom de votre marque. Donc pour de la notoriété, ça reste quand même un levier intéressant. Et justement, comment tu définis le coût par clic ou le coût par vue ou...
Bah ça va dépendre un petit peu aussi de votre business model à vous. Si vous vendez un logiciel avec une licence à 150 € par mois, vous n'allez pas avoir les mêmes possibilités en termes de coût par lead qu'une boîte qui vend du service à 20 000 € par exemple. Donc l'idée, ça va être d'arriver, et ça fait une très bonne transition sur le budget justement, ça va être d'arriver à définir quel est votre budget maximal, combien vous pouvez dépenser pour acheter un lead. Et qu'est-ce qui est raisonnable pour vous par rapport à votre marge, par rapport à votre business model. Et ça, c'est très important de se poser la question en amont aussi, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de savoir combien vous allez dépenser sur Google. J'imagine qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui se disent « je peux allouer 1 500, 2 000 € de budget sur Google », mais l'idée, ça va être de se dire « mais avec ces 2 000 € ou ces 1 500 € de budget mensuel sur Google, concrètement, combien je peux générer de clics et derrière, combien je peux générer de leads ». Donc, quand vous partez de zéro, en général, c'est assez difficile de savoir combien est votre taux de transformation sur ce type de levier. Après, vous pouvez vous baser sur de l'existant, savoir quel est votre taux de conversion avec vos landing pages, par exemple, ça peut vous donner une idée. Quel est votre taux de conversion sur des emails transactionnels. Enfin, il faut essayer de vous inspirer aussi de votre existence si vous n'en avez pas encore sur Google Ads pour vous dire, avec 2 000 € de budget, je vais pouvoir générer 10 000 clics. Sur ces 10 000 clics, je sais que j'ai un taux de conversion de temps. Et du coup, in fine, je vais pouvoir avoir tant de leads potentiellement. Après, ça reste théorique au début. Le but, c'est quand même d'expérimenter. Et c'est vrai, cette image que tu prends de funnel où en fait je donne un point d'entrée et à chaque fois j'ai des pourcentages de transformation, c'est ce qui va vous permettre de construire effectivement jusqu'à combien vous êtes prêt à mettre en coût par lead. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un peu comme les objectifs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut définir en amont. Et ça vous permettra aussi de mieux mesurer votre ROI derrière et de vous dire ok, je m'étais fixé un lead à 50 €, en fait aujourd'hui j'en suis à 80, moi ça rentre plus du tout dans ma renta, donc il va falloir que je réagence et que j'optimise mes campagnes. Ensuite, au niveau de la structure des campagnes, alors il faut savoir que sur Google Ads, ça se décompose de cette manière-là. On va avoir donc une campagne qui va se composer de plusieurs groupes d'annonces, et à l'intérieur de ces groupes d'annonces, on va retrouver plusieurs annonces. Et en fait, il va falloir vraiment ne pas avoir peur de beaucoup segmenter, parce que le but, c'est pas d'avoir, par exemple, vous vendez un logiciel marketing. À l'intérieur de votre campagne, donc logiciel marketing, vous allez peut-être avoir un groupe d'annonces logiciel marketing automation et un groupe d'annonces logiciel CRM, par exemple. Et à l'intérieur, là, après, vous allez pouvoir diviser avec plusieurs annonces. Mais en fait, si vous regroupez tout, logiciel marketing automation et logiciel CRM, dans vos mots-clés, en fait, vous allez vous retrouver avec une trop grande diversité. Vous n'allez pas pouvoir récupérer tous vos mots-clés dans vos annonces. Et du coup, derrière, en fait, Google va considérer que votre annonce n'est pas suffisamment qualifiée pour être diffusée. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de bien segmenter et d'avoir, quitte à avoir 5, 6 groupes d'annonces par campagne, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, ça vous permet vraiment de pouvoir avoir une pertinence mots-clés, annonce, landing page qui est bonne et du coup qui sera valorisée par Google. Au niveau des formats, ou en tout cas des différents leviers que propose Google, on en distingue 3 principaux, même si après il y en a plusieurs, il y en a d'autres, mais principalement, on va avoir les annonces sur le réseau de recherche. Donc, c'est ce qui va s'afficher directement sur les pages de résultats de Google. On va avoir les annonces sur le réseau display. Donc là, c'est des sites en fait qui proposent des encarts publicitaires que Google met à votre disposition et où vous allez pouvoir aller diffuser vos annonces. Donc ça, on l'utilise surtout sur du reciblage, donc par exemple pour diffuser des annonces auprès de personnes qui ont déjà visité votre site ou interagi avec votre marque. Et après, plus pour du e-commerce, du coup, on va avoir tout ce qui est annonce Google Shopping. Mais on peut aussi diffuser, donc comme je disais, sur les stratégies d'enchères, on peut diffuser sur YouTube, on peut aussi diffuser sur Gmail, et on peut avoir aussi des campagnes qui permettent de diffuser sur tous ces leviers-là en même temps, sur Maps aussi, qu'on appelle des campagnes performance max aujourd'hui sur Google et qui permettent de diffuser vraiment sur l'intégralité des leviers. Au niveau donc des annonces et des campagnes sur le réseau de recherche, vous allez bien évidemment devoir sélectionner des mots-clés. Alors, il y a plusieurs façons de sélectionner des mots-clés. Déjà, vous pouvez vous intéresser en fait à votre propre trafic, c'est-à-dire savoir sur quels mots-clés votre site est positionné aujourd'hui et sur quels mots-clés vous générez du trafic et potentiellement de la conversion. Donc ça, c'est déjà un premier moyen d'identifier vos mots-clés. Après, nous, ce qu'on recommande toujours à l'initiale d'une campagne, c'est quand même d'interroger vos clients pour comprendre un petit peu leur comportement de recherche. Grosso modo, leur demander quand
quand vous nous avez trouvé, en fait, comment est-ce que vous nous avez trouvé. Et ça vous permettra de bien comprendre les comportements de recherche. Et après, vous pouvez aussi utiliser l'outil de planification de mots-clés qui est intégré dans Google Ads. Et vous allez pouvoir dire à Google Ads, moi, je veux diffuser sur logiciel marketing automation, sur logiciel CRM. Et lui, derrière, il va vous suggérer tous les mots-clés connexes qui vous permettront de vous positionner là-dessus. Et il vous montre aussi un petit peu les tendances. Ça, c'est assez intéressant parce que si vous avez un produit, par exemple, qui est un petit peu nouveau ou en tout cas assez innovant et qui n'existe pas spécialement sur le marché aujourd'hui, vous pouvez voir, par exemple, si la tendance d'intérêt pour ce mot-clé-là, ou en tout cas pour des mots-clés qui gravitent autour de votre activité, sont en train de grimper ou pas, justement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous voyez les volumes de mots-clés qui sont associés et la concurrence qu'il y a sur ces mots-clés-là. Donc ça vous donne pas mal de paramètres en amont. Et il y a un sujet pour moi qui est hyper important là-dessus aussi, quand vous démarrez des campagnes, c'est vous allez au début énormément tâtonner sur pas mal de sujets. Et typiquement, le choix des mots-clés, c'est le sujet clé numéro 1 sur lequel il faut se dire que sur les premiers mois de la campagne, il faut itérer en permanence sur ce choix des mots-clés parce que soit vous allez passer à côté de certains mots-clés que vous allez découvrir ensuite, soit tout simplement vous allez vous rendre compte que certains mots-clés peut-être sont polysémiques. Et donc vous générez du trafic qui ne va soit pas du tout convertir, soit vous cramez beaucoup de budget parce que c'est pas des clients finaux qui vont cliquer dessus. Donc ça, c'est vraiment un point clé à optimiser. Et c'est un petit peu donc l'objet de cette slide. En fait, aujourd'hui, pour la sélection des mots-clés, il y a plusieurs façons d'acheter un mot-clé, en fait. On va pouvoir l'acheter en requête large. Donc là, Google va afficher, si je choisis logiciel marketing automation, il va potentiellement me positionner aussi sur qu'est-ce que le marketing automation. C'est bien, ça m'intéresse, mais en fait, ces personnes qui cherchent qu'est-ce que le marketing automation sont peut-être pas suffisamment matures pour souscrire à un logiciel de marketing automation. Donc, en début de campagne, c'est assez intéressant de mettre quelques mots-clés en requête large parce que ça va vous permettre de voir sur quoi vous générez vraiment du trafic et de la conversion. Mais par contre, ça peut être aussi synonyme de fortes dépenses parce que du coup, Google, faut garder ça en tête, son but, c'est de vous faire dépenser de l'argent. Donc, quand il va vous positionner sur des requêtes larges, il va aller vous positionner sur des requêtes qui vont tendance à avoir des coûts par clic qui sont assez importants et du coup qui vont vous faire dépenser pas mal de budget. Donc, en début de campagne, oui, vous pouvez choisir de la requête large, mais on vous conseillera plutôt sur la suite, une fois que vous avez bien identifié vos mots-clés, de choisir des expressions exactes. Donc là, quand je vais acheter le logiciel marketing automation, ça va me positionner sur logiciel marketing automatisé, logiciel marketing automation France, par exemple, sur des mots-clés qui vont être très très proche de celui que j'avais acheté à la base. Et après, on a le mot-clé exact où là, si je choisis logiciel marketing automation, ça va me positionner que sur cette requête-là. Donc, c'est hyper important de faire ces choix-là. Et surtout, comme le disait Marine, au début de la campagne, de vraiment bien surveiller ça parce que c'est vrai que ça peut vite soit vous faire dépenser du budget inutilement, soit vous positionner sur des requêtes sur lesquelles vous n'avez pas grand-chose à faire et au final, ça peut faire diminuer votre score de qualité sur vos annonces. Quelques conseils du coup pour trouver les mots-clés, mais on en a évoqué quelques-uns. De bien se mettre à la place de vos cibles pour pouvoir identifier ces mots-clés-là. De sélection. Et donc, pardon, je me permets, et donc si vous n'avez pas travaillé vos cibles, pourquoi pas travailler sur des logiques de persona et de parcours, qui sont d'autres sujets qu'on aborde dans d'autres webinars où vous trouverez de la documentation sur le site comme Explorer, mais qui sont vraiment des méthodes de recherche utilisateur qui vont vous permettre de sortir de vos biais existants et de votre vocabulaire qui vous est propre, mais qui n'est peut-être pas celui de vos clients. Tout à fait. Vous pouvez aussi donc sélectionner des mots-clés qui vont être très précis pour certaines catégories de cibles ou de produits, et après avoir des campagnes un petit peu plus larges, justement pour aller identifier d'autres requêtes qui pourraient être intéressantes et qui seraient un peu moins spécifiques. Je parlais tout à l'heure aussi du planificateur de mots-clés et du planificateur de performance. Ça, c'est 2 outils qui sont dans Google Ads et qui vous permettent de pouvoir identifier des mots-clés que vous n'auriez pas forcément identifiés par vous-même. Et dernier point aussi qui est très important, de toujours optimiser les mots-clés grâce aux termes de recherche. En fait, dans Google Ads, on va avoir 2 parties différentes. Il y a à la fois les mots-clés, donc là, c'est ceux que vous avez sélectionnés et sur lesquels vous voulez vous positionner. Et on va avoir ce qu'on appelle les termes de recherche. Et les termes de recherche, c'est ce que les utilisateurs ont tapé dans Google et qui a permis l'affichage de votre annonce. Et en fait, plus vous allez surveiller les termes de recherche, plus vous allez pouvoir rajouter de mots-clés dans vos campagnes et vous dire, en final, ce mot-clé-là, je ne l'avais pas du tout identifié. Par contre, il a été souvent tapé par les utilisateurs, ça m'a généré du trafic et ça m'a généré des transactions. Là, vous le rajoutez directement dans les mots-clés de votre campagne. Au niveau des audiences, là, on est plutôt sur le display. Vous allez pouvoir
sélectionner plusieurs types d'audiences que vous propose Google. On en a sélectionné 4, il y en a plus qui existent, mais là, c'est les 4 principales. On va avoir ce qu'on appelle les audiences d'affinité. Donc là, c'est Google, en fait, qui va identifier les utilisateurs. Alors, tout ça, c'est Google qui identifie les utilisateurs par rapport à leur comportement. Donc, il va avoir à la fois des audiences d'affinité. Donc, Google estime que telle population de personnes a tel centre d'intérêt ou est intéressée par tel sujet. Donc là, ça va vous permettre, si par exemple, vous vendez de l'emballage carton, vous allez pouvoir retrouver une audience, par exemple, qui est très intéressée par l'envoi de colis postaux, très intéressée par l'envoi e-commerce, etc. Là, vous pouvez aller vous positionner dessus et du coup, vous savez que vous avez une audience qui est déjà sensibilisée à ce sujet-là. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Là où c'est vraiment hyper intéressant, c'est ce qu'on appelle les audiences de marché ou les intentionnistes. C'est des personnes que Google a identifiées comme étant à 2 doigts d'effectuer un achat. Donc, si par exemple, vous vendez des voyages en Espagne, Google va être en capacité de trouver des audiences de personnes qui ont fait beaucoup de recherches sur l'Espagne, sur les billets d'avion, voilà, et qui vont être intéressées par, et vraiment à 2 doigts d'acheter un voyage, un billet d'avion ou autre. Donc ça, c'est vraiment, si vous trouvez une audience de marché très proche de votre activité, n'hésitez pas, une campagne display avec une audience de marché, ça marche en général très très bien parce que l'audience est quand même très qualifiée et très bien ciblée. On va avoir ensuite ce qu'on appelle les audiences similaires. Donc là, c'est Google en fait qui va arriver à identifier des personnes qui ont le même comportement et ou les mêmes critères démographiques que des personnes qui ont déjà converti ou qui ont déjà visité votre site ou qui ont le même comportement que vos clients, parce que vous pouvez aussi charger des listes de clients dans Google. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment d'aller toucher des audiences qui sont similaires à des personnes qui convertissent déjà. Donc ça c'est du côté de Google et c'est lui qui vous propose cette audience-là. Et après, plus classiquement, on a ce qu'on appelle donc l'audience de remarketing ou de reciblage qui va permettre donc d'aller toucher des utilisateurs qui ont déjà interagi avec votre site, soit avec votre site au global, soit avec une partie de votre site. Et ça aussi c'est assez intéressant. Là, ce qu'il faut, en tout cas, nous, ce qu'on vous recommande, c'est si vous trouvez une audience de marché, foncez. Et pour toujours rester un petit peu dans l'esprit de vos cibles, ne pas hésiter à mettre aussi en place, sur le long cours, une campagne de reciblage. Ensuite, comment créer une annonce efficace ? Il y a pas mal de choses à savoir. Déjà, le quality score, donc c'est ce que j'en parlais un petit peu avant, ça va être le score que Google va attribuer à votre publicité. Et plus il va être élevé, plus Google va se dire « votre annonce est pertinente, du coup, je vais la diffuser ». Par contre, plus il est bas, moins vous allez diffuser. Donc ça, c'est assez important. Et surtout, d'avoir une vraie pertinence, un vrai alignement entre le mot-clé, l'annonce et la landing page. Si, par exemple, vous avez 10 mots-clés dans votre groupe d'annonces et qu'il n'y en a aucun qui apparaît dans l'annonce, vous pouvez être sûr que votre annonce, elle ne sera pas diffusée par Google. Et c'est pour ça que je revenais tout à l'heure sur le fait que c'est très important de segmenter, parce que si vous avez trop de mots-clés, vous n'allez pas tous pouvoir les faire apparaître dans votre annonce, et du coup, Google va les dévaloriser. Il faut rester simple, direct, avec un vocabulaire courant. Pas hésiter à ajouter des appels à l'action, des chiffres. Si vous avez la possibilité de communiquer sur vos tarifs, par exemple, ou sur des délais, il ne faut pas hésiter à le mettre directement dans les annonces. Utiliser des majuscules en début de mots, notamment pour les titres. C'est un facteur qui augmente aussi le taux de clic sur les annonces. Exploiter le modèle AIDA, donc c'est un modèle qui permet vraiment à la fois d'attiser la curiosité des cibles, de les inciter à l'action, et de vraiment les faire passer à l'action et donc les inciter au clic. Paramétrer aussi des extensions d'annonces, c'est très important. Aujourd'hui, il en existe beaucoup de sortes. Il y a des extensions de liens qui permettent de rajouter des liens vers des produits spécifiques ou vers des services spécifiques. Il y a des extensions aussi d'images qui vont permettre de pouvoir détacher un peu votre annonce du lot. On peut rajouter des extensions numéro de téléphone, de services. Et récemment, Google a développé une extension aussi qui s'appelle Formulaire pour prospects. Alors, à titre, pour ce qui nous concerne, on l'a déjà testé avec des clients. Aujourd'hui, en fait, c'est pas encore vraiment rentré dans les habitudes des utilisateurs de directement remplir un formulaire depuis la page des résultats de recherche. Ça risque de se démocratiser à l'avenir, mais pour l'instant, c'est un peu récent et du coup, c'est pas hyper démocratisé. On n'a pas forcément eu énormément de résultats avec cette extension, mais à surveiller, ça peut évoluer par la suite. Et ensuite, de travailler la recherche locale. Là, c'est notamment si vous avez si vous avez des boutiques physiques ou ne pas hésiter aussi à relier ça avec votre compte Google My Business pour avoir toujours
l'adresse la plus proche de l'utilisateur qui soit affichée en extension de votre annonce Google. Et puis surtout, ne pas hésiter à travailler différentes variantes. Ah bah bien sûr, ouais. Voilà. Parce que les variantes, un peu dans une logique de test AB, si vous connaissez ce sujet-là, vont vous permettre de voir quels sont les wordings qui convertissent le plus. Et vous allez voir étonnamment qu'en testant le changement juste d'un mot, en mettant une majuscule à une lettre ou en rajoutant un chiffre, bah, bizarrement, à la fois votre annonce va remonter parce qu'elle va être considérée comme étant plus permanente, et en même temps, les gens vont plus cliquer dessus. Donc, c'est aussi cet enjeu d'optimisation permanent, de tester plusieurs choses pour être vraiment dans une innovation ou amélioration incrémentale au fur et à mesure que vos campagnes durent. Et c'est d'ailleurs la stratégie de Google, parce qu'aujourd'hui, alors c'est en juin que ça change, mais les annonces qu'on appelle textuelles, qui étaient du coup très statiques, où on pouvait mettre que 3 titres et 2 descriptions, vont être, on ne pourra plus en créer à partir du mois de juin. Si vous en avez encore, elles continueront d'être diffusées, il n'y a pas de souci, mais Google essaye de plus en plus de nous faire migrer vers ce qu'il appelle des annonces responsives, où du coup vous pouvez mettre jusqu'à 15 titres et une dizaine de descriptions, je crois. Et du coup, ça va permettre une rotation aussi beaucoup plus dynamique de vos annonces, de vos messages. Donc voilà, ça revient à cette logique d'A/B test, et ça, c'est quelque chose que dont Google dispose en natif. Pardon. On vous a mis ici un petit exemple de ce qu'il faut éviter de faire et de ce vers quoi il faudrait tendre. À gauche, on a une annonce en fait qui est très, du coup, qui n'a pas grand-chose pour se démarquer en fait d'un résultat de recherche classique, et qui profite surtout pas du tout de tout ce que les annonces Google peuvent proposer. Donc c'est quelque chose d'assez assez plat, et il y a peu d'éléments qui poussent au clic. Sur l'annonce de droite, en revanche, on voit qu'on a rajouté les majuscules au début de chaque mot. On a rajouté un chiffre clé aussi, ça c'est un énorme booster de taux de clic en général. Une démonstration gratuite aussi, qui permet beaucoup plus d'attirer l'attention. On a rajouté une extension de numéro de téléphone, on a fait une description qui était beaucoup plus dense que celle qu'on avait ici. On a rajouté des extensions de liens. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus développé et qui, en tout cas en théorie, a beaucoup plus de chances de déclencher du clic que l'annonce qu'on a sur la gauche. Une autre question, donc faut-il utiliser les Smart Campaigns? Alors, j'ai parlé des annonces responsives qui, dans tous les cas, on va être obligé de ne passer que par ça, et à notre niveau à nous, on trouve que c'est plutôt intéressant d'utiliser ces annonces, parce que ça permet de faire de l'A/B test de façon beaucoup plus automatisée et beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant. Le deuxième aspect très automatisé qu'il y a sur Google aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les Dynamic Search Ads. Et en fait, ce sont des campagnes où vous mettez l'URL de votre landing page, par exemple, ou de votre site, et c'est Google qui va automatiquement aller chercher des bouts de messages sur votre site, et qui va lui-même concocter les annonces, lui-même choisir sur quels mots-clés il va vous positionner, et ou sur quels emplacements il va vous positionner sur le display. Donc, ça peut être très intéressant quand on débute sur Google Ads et qu'on a envie de lancer une campagne rapidement. Le seul bémol, c'est que du coup, vous n'avez le contrôle presque sur rien, sur ce type d'annonce. Vous ne savez pas les mots-clés sur lesquels vous diffusez. Vous ne savez pas les verbatims qui sont utilisés dans vos annonces. Donc, c'est assez difficile à optimiser. Les annonces responsives sont très bien parce que ça vous permet d'avoir plusieurs messages, de tester plusieurs choses. Les Dynamic Search Ads, c'est difficile à optimiser, et du coup, on se retrouve parfois avec des budgets dépensés qui sont assez importants sur ce type de campagne. Très, très clairement, on peut le dire, on récupère souvent des clients qui font du Dynamics, qui dépensent des budgets fous avec des ROI relativement faibles, et en gros, ils récupèrent beaucoup de budget à stopper ces Dynamics en mettant des gens qui font de l'optimisation manuelle. Donc on n'est pas encore tout à fait arrivé à ce stade d'intelligence artificielle ou d'automatisation maximale. Oui, tout à fait. Et une fois que vous avez tout ça, normalement, vous avez tous les éléments pour pouvoir implémenter et lancer votre campagne. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quand même toute la phase d'optimisation qui va être hyper importante par la suite. On vous a mis ici quelques KPI à surveiller, et surtout savoir comment vous vous positionnez et comment analyser vos performances sur Google Ads. En général, on peut commencer à avoir un vrai retour d'expérience au bout de 15 jours, parce que pendant ces 15 premiers jours, en général, Google est encore en phase d'analyse de vos campagnes, c'est-à-dire qu'il commence à diffuser, mais on n'est pas sur la diffusion maximale que vous allez avoir quand vous serez en run. Donc, vous pouvez regarder déjà les résultats et effectivement commencer à opérer des mini-optimisations pendant les 15 premiers jours, mais on essaie quand même de ne pas trop y toucher à ce moment-là, parce que on a besoin de cette matière-là au bout des 15 jours pour pouvoir prendre des décisions.
Si le quality score de vos annonces est inférieur à 5, elles sont clairement à revoir parce que du coup, vous n'allez vraiment pas beaucoup diffuser avec. Donc, il faut revoir l'alignement mots-clés annonces et surtout, Google analyse aussi la landing page. Si dans votre landing page, derrière, il n'y a aucun des mots-clés sur lesquels vous positionnez votre annonce, vous pouvez être sûr que vous allez avoir un quality score qui est très bas. Donc, il faut bien penser à tout ce tunnel avant de positionner vos landing pages, de choisir vos mots-clés, etc. Le coût par clic, on s'en doute, plus il est bas, mieux c'est, parce que plus il est bas, plus vous pourrez faire de clics et pour un même budget. Le taux de rebond, s'il dépasse le 60%, surtout en search, il peut y avoir un problème sur vos pages de destination. C'est peut-être que là aussi, il y a un mauvais alignement. Sur du display, c'est moins grave parce qu'en fait, comme on va faire beaucoup d'affichage, potentiellement, on va avoir un taux de clic plus faible et on va avoir un taux de rebond plus élevé sur les campagnes display parce qu'on n'est pas dans le même comportement de recherche. Mais si en search, en tout cas, vous avez un taux de rebond qui est supérieur à 60, il faut peut-être revoir quelques éléments sur votre landing page. Et le CTR, donc le taux de clic de vos annonces qui a surveillé de près. Sur le display, en général, il va être aux alentours de 1% ou moins, parce qu'en fait, on va afficher beaucoup. Et du coup, on aura peu de clics en termes de ratio. Donc, du coup, c'est pour ça que sur le display, c'est un peu moins élevé en termes de taux de clic. Par contre, sur les annonces search, en général, on va être aux alentours de 4-5%, parce qu'on est vraiment sur en tout cas, si votre annonce répond bien aux besoins et au comportement de recherche de l'utilisateur, normalement, ça clique. Donc, la moyenne, ça reste à 4%, mais nous, sur certains de nos clients, on va avoir des 15-20% sur certains types de campagnes de taux de clic, parce que soit on est sur quelque chose de très spécifique, ou qu'il y a une vraie demande, ou que effectivement l'alignement entre le mot-clé et les annonces est vraiment hyper parfait. Donc ça, c'est pour analyser un peu vos KPI. Il y a un autre indicateur aussi qui est à regarder, c'est ce qu'on appelle le ROAS. Donc, c'est le revenu sur le budget dépensé, le budget média dépensé. Donc, en gros, c'est se demander, pour 1 euro que je dépense sur Google Ads, combien je génère de CA. Alors, c'est beaucoup plus facile de l'avoir quand on fait du e-commerce, je vous l'accorde. Là, ici, sur ce qu'on voit, donc c'est un de nos clients, pour 1 euro investi en budget pub sur Google Ads, on génère, par exemple, 23,65 euros de revenus. Donc, on est quand même sur un ratio qui est très important. Après, vous pouvez l'avoir aussi, même si vous êtes sur de la prestation de service ou du logiciel, ou en tout cas que vous ne vendez pas en ligne, si derrière vous avez un suivi qui est très précis via un HubSpot par exemple, et que vous avez la possibilité de voir depuis mes annonces Google Ads, j'ai généré tant de CA. Et là, ça vous permet de connaître votre ROI. Et enfin, quelle routine d'optimisation mettre en place? Alors, il y en a pas mal, mais on a fait une petite sélection quand même pour rester synthétique. Je l'ai déjà dit, mais Google fera toujours tout pour vous faire dépenser plus de budget. Donc, il va régulièrement vous proposer de faire des optimisations. Donc, il y a un onglet recommandations dans Google qui est très pertinent et on vous conseille tout à fait de suivre la plupart de ces recommandations. Mais il y en a une dont il faut se méfier, c'est celle où Google vous propose d'ajouter de nouveaux mots-clés à vos campagnes. Ou des nouvelles audiences. Parce que lui, du coup, il va identifier des mots-clés qui sont assez proches de vous, mais qui potentiellement vont avoir un CPC plus élevé, vont être un petit peu trop éloignés ou alors directement, il va toujours vous proposer des requêtes larges d'ailleurs pour que vous puissiez encore aller dépenser plus de budget. Donc voilà, il y a juste celle-là qui est peut-être à prendre un peu avec des pincettes, sinon les autres en général sont plutôt pertinentes, donc vous pouvez les suivre. Quand vous ajoutez des nouveaux mots-clés sur vos campagnes search, pensez bien à les ajouter dans vos annonces aussi, si c'est des mots-clés qui sont vraiment nouveaux et que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, toujours pour conserver un bon niveau de quality score. Sur vos campagnes display, surveillez bien vos emplacements de diffusion parce que, au-delà du paramétrage que vous allez faire à l'initial, de ne pas vouloir diffuser sur, j'en sais rien, des jeux des jeux ou des applications mobiles, ne pas diffuser sur des sites à contenu sensible, etc. Il va falloir quand même monitorer un petit peu ça parce que, il peut y avoir des emplacements sur lesquels Google vous positionne qui sont soit trop éloignés ou alors qui peuvent diffuser à des audiences qui ne sont pas dans votre cible. Ou voilà, faut quand même surveiller ça. Pensez à ajuster vos stratégies d'enchères et la diffusion de vos annonces régulièrement. La diffusion, ça peut être sur des jours ou des heures particulières où vous voyez que ça marche un petit peu mieux. Et surtout, continuez de surveiller la concurrence. Ça aussi, c'est important. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à vous mettre en navigation privée et à aller regarder, à taper une des requêtes sur lesquelles vous êtes positionné, à voir si vous remontez ou si c'est un concurrent à vous qui remonte. Et dans ce cas-là, il y a peut-être des réajustements de budget à faire. Enfin, en tout cas, d'enchères. Et je dirais même autre chose, c'est que surveiller cette concurrence, c'est peut-être la première étape quand vous lancez des campagnes. Ah oui. Pour savoir ce que disent vos concurrents et comment ils présentent leurs offres concurrentes. Ouais, c'est pas toujours évident d'arriver à les trouver. Ouais. Si vous avez des outils type SEMrush, par exemple, vous pouvez voir un petit peu ce que font vos concurrents.
c'est pas toujours très C'est juste. pas toujours très actualisé. Des fois, on peut se retrouver avec des pubs qui datent de 2018, mais, mais non, en tout cas, c'est assez difficile quand même d'aller voir ce que fait la concurrence. Et une des seules solutions, ça reste effectivement la navigation privée et de taper les requêtes qui vous intéressent. Et je crois que c'était... Voilà, super. Voilà, Tous on a un les tout petit conseils peu dépassé, mais... tous les conseils de Naïma. Alors, on essaie de faire hyper condensé en 30 minutes, donc il y a plein de trucs qu'on voudrait dire et qu'on ne peut pas dire. Mais en tout cas, on espère que ça vous est utile. C'est en tout cas l'objectif de ce webinaire. On fait un peu de teasing pour les prochains webinaires à venir. On a un mois de juin qui est encore chargé avec plein de trucs chouettes à venir. Un sujet qui nous tient énormément à cœur et qui, j'espère, vous tient aussi à cœur, c'est comment réussir votre projet dans une stratégie d'éco-conception et diminuer votre empreinte environnementale. Là, on a Daniel, lead UX, et Adam, lead technique, qui vont mêler leurs expériences croisées pour vous donner toutes les bonnes pratiques quand vous lancez un projet web, d'un point de vue de la conception, mais également du point de vue de l'implémentation technique. Le 9 juin prochain, un peu même totalement dans le prolongement de ce que Naïma vient de vous présenter aujourd'hui, on a un webinaire qui est dédié cette fois-ci à LinkedIn Ads. Donc, quand vous êtes dans un contexte B2B, clairement, LinkedIn Ads est un levier extraordinaire pour vous permettre de cibler et toucher vos cibles. On va voir comment. Et le 16 juin prochain, on vous propose d'assister à un webinaire qui est hyper intéressant pour ceux qui se questionnent sur comment choisir un CRM, où on va essayer de vous donner tous nos bons conseils et tous les écueils à éviter pour faire le choix le plus adapté à votre contexte. Voilà, je vous propose maintenant de passer aux questions. À vos questions. Et on va y répondre au fil selon les... Bref, vas-y. Alors, on avait Axel qui nous demandait, concernant les stratégies d'enchères, maximiser les conversions. C'était ce qui était appelé priorité aux conversions dans la slide que j'ai présentée. Donc, c'est sur ce type de stratégie d'enchères que vous allez pouvoir définir le coût par action, donc le coût par lead maximal que vous voulez consacrer sur votre campagne. Donc, c'est l'équivalent, le wording a un petit peu changé, mais oui, c'est l'équivalent à maximiser les conversions. On avait Tanlan qui nous demandait quel serait le budget minimum par mois en cas de démarrage sur la publicité Google. Alors, en tout cas, nous on considère que en dessous de 500 €, ça devient compliqué d'avoir du résultat et de faire des choses sur Google Ads. La plupart de nos clients, en soi, ne dépensent pas des budgets forcément faramineux sur Google Ads. La plupart vont être aux alentours de 1 500, 2 000 € parce qu'ils ont une diversité de campagnes qui nécessite qu'on ait suffisamment de budget pour. Mais si vous avez peut-être, je ne sais pas, deux typologies de campagnes à faire, peut-être une en search, une en display, parce que vous vendez une seule typologie de produit qui répond à un seul besoin, aux alentours de 500 €, on peut déjà commencer à faire des choses. Mais pour être dans un budget plus confortable, quand on commence à vouloir faire 3, 4, 5 campagnes différentes, étant donné qu'on va dire à Google pour chacune des campagnes, voilà le budget que tu peux dépenser quotidiennement, en dessous de 1 500, 2 000 €, ça commence à être un petit peu compliqué. Et puis surtout, je vais rajouter une chose, c'est que les coûts de notre gestion à nous vont être, si on n'a pas 500 €, vont être beaucoup trop importants par rapport au coût réel de clients que vous allez acquérir par la suite. Ouais. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle en dessous d'un certain montant. Non. Combien de mots-clés max recommandez-vous? Une question de Clément. Alors, combien de mots-clés on recommande? Ça dépend vraiment des sujets, mais ce que je disais tout à l'heure, c'était de ne pas se retrouver avec des campagnes où on a pléthore de mots-clés. Il vaut mieux resegmenter, en fait, parce que si vous vous retrouvez avec une campagne où vous avez 50, 60 mots-clés, c'est impossible qu'ils soient tous suffisamment proches au niveau de la sémantique pour que votre niveau de qualité sur les annonces soit bon. Donc, il vaut mieux sous-segmenter. Si vous vendez des chaussures, je tire un peu le trait, mais vous vendez des chaussures, il vaut mieux avoir un groupe d'annonces chaussures bleues, un groupe d'annonces chaussures jaunes, un groupe d'annonces chaussures marron, parce que du coup, dans vos annonces, vous allez pouvoir avoir un vrai alignement. Plutôt que d'avoir tous les types de chaussures dans un même groupe d'annonces. Voilà. Donc, il n'y a pas de maximum ou de minimum. En soi, Google ne vous empêchera jamais de faire une campagne avec 100 mots-clés, mais c'est très difficile à gérer. Donc, il ne faut pas avoir peur de bien sous-segmenter, quitte à avoir des campagnes où vous avez 4 mots-clés, en fait. C'est pas grave. Mais voilà. Moi, mon conseil, c'est vraiment de bien sous-segmenter, quoi. Sarah qui nous demande où peut-on enseigner l'audience? Alors, c'est dans les paramètres soit à l'initial, quand vous créez la campagne, ça va être dans les paramètres.
Ça peut marcher, traditionnellement, on utilise plutôt les audiences sur le display, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur le search. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez vendre qu'à des personnes qui sont déjà venues sur votre site, vous pouvez ne faire des annonces sur le réseau de recherche qui seront affichées qu'aux personnes qui sont déjà venues sur votre site. C'est un exemple. Et l'audience, du coup, dans ce cas-là, vous allez pouvoir... Il y a un petit onglet, en fait, sur la gauche, dans le paramétrage de votre groupe d'annonces ou dans votre campagne, qui va vous permettre de venir sélectionner l'audience. Donc, c'est soit dans les paramètres à l'initial de la campagne, soit en cours de route, vous pouvez venir rajouter des audiences directement depuis le panneau de gauche de Google Ads. Axel qui nous demande comment faire monter le quality score d'un mot-clé sur une requête concurrentielle, en sachant que le groupe d'annonces est bien thématisé avec une landing page spécifique pour la campagne, avec du contenu plus ou moins optimisé sur le mot-clé en question. En fait, la concurrence n'aura pas d'impact sur le quality score. Ce que Google note dans le quality score, c'est vraiment si vous avez le mot-clé logiciel de marketing automation et que vous voulez vous positionner dessus, il faut absolument qu'il soit dans votre annonce et il faut absolument qu'on le retrouve à minima une fois dans votre landing page. Et c'est ça que Google va analyser. La concurrence, en fait, elle va plutôt venir influencer le coût par clic parce que plus une requête va être concurrentielle, ça veut dire que plus il y a de monde qui enchérit dessus et donc plus le coût par clic va être élevé. Mais en tout cas, ça n'a pas d'impact sur le quality score de votre annonce. Anas qui nous demandait si le replay sera disponible, oui, et vous sera tous envoyé. Elsa qui nous demandait quelle est la durée optimale d'une campagne. Alors, comme je le disais, en dessous de 15 jours, c'est difficile de voir les résultats et de savoir si ça prend une bonne direction ou pas. Après, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez une campagne qui marche, laissez-la tourner. En fait, avoir des dates de début et des dates de fin hors d'un cadre promotionnel, par exemple, vous avez les soldes ou ce genre de choses, ça n'a pas vraiment de... Enfin, voilà. Si c'est vraiment quelque chose qui est lié à des dates, oui, faites une date de lancement, une date d'arrêt. Mais par contre, si vous avez une campagne qui marche et que vous avez toujours le budget pour l'alimenter parce qu'elle vous génère des leads, parce qu'elle vous génère de la notoriété... Après, l'autre question aussi, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au bout de 15 jours parce que ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous allez nécessairement, et c'est toujours le cas, il n'y a jamais un cas où ça se produit, où on tombe juste dès le premier coup, espérer avoir un résultat optimal avant 2-3 mois, je dis ce chiffre-là sous ton contrôle de campagne, c'est impossible parce qu'en fait, les premiers mois sont consacrés à l'ajustement et ça nous est déjà arrivé d'avoir des campagnes avec des coûts et des ROI très mauvais sur le premier mois, sur le deuxième mois, et puis on craque le truc le troisième mois. Parce qu'on a trouvé le bon wording, parce qu'on a trouvé les bons mots-clés, parce qu'on a trouvé le bon système d'enchères. Donc il faut aussi accepter au début pardon l'expression, de cramer un tout petit peu de budget pour se dire vraiment c'est bon, je peux y aller. Ouais, tout à fait. Et puis il ne faut pas avoir peur d'aller tester de nouvelles choses et faut pas rester bloqué quoi, sur quelque chose qui fonctionnerait pas bien ou voilà, faut essayer d'aller chercher des solutions ailleurs. Si on voit qu'il y a un groupe de campagne par contre qui, à un moment, on a testé plein de choses, ça marche pas du tout, c'est peut-être qu'en fait le trafic il n'était pas au rendez-vous et il vaut mieux se positionner sur un autre de vos produits ou sur un autre de vos services parce qu'en fait là il y a de la demande. Si vous voyez qu'il y a une campagne, vous avez mettons 3 campagnes, il y en a une qui génère 25 leads par mois et l'autre qui en génère 2, peut-être se poser des questions sur la réallocation du budget. Donc voilà, faut rester agile, faut pas avoir peur de faire des changements, mais effectivement, quand il y a une campagne qui marche et qu'on a réussi à craquer le truc, autant la laisser continuer. Et si vous avez toujours le budget pour, autant la laisser continuer. Sarah qui nous demande où voir le quality score. Le quality score, en fait, il s'affiche quand vous arrivez sur votre panneau de gestion Google. Vous allez avoir du coup toutes vos campagnes qui vont s'afficher. Et là, vous allez avoir déjà un premier indicateur qui est le taux d'optimisation de votre campagne, qui est de 0 à 100%. Ça, c'est Google qui l'évalue. Et selon les recommandations qu'il va vous faire, vous allez pouvoir le faire réaugmenter. Donc, l'idée, c'est de jamais descendre en dessous de 90. Et derrière, sur chacune de vos annonces, vous allez avoir une colonne dans laquelle vous allez avoir qualité de l'annonce. Donc avant, c'était en chiffres, maintenant, c'est médiocre, moyenne, bonne ou excellente. Et l'idée, c'est de jamais tomber en dessous de bonne, quoi. Je continue les questions.
Emma, faut-il toujours respecter les recommandations budgétaires, augmentation de budget surtout, cela va sans doute de pair avec les recos sur les mots-clés. Oui, en fait, Google aura toujours tendance à vous demander d'augmenter votre budget. Après, ça peut être pertinent dans certains cas. Comme je l'évoquais, par exemple, vous avez une campagne qui marche très bien, une qui marche moins bien. Il ne faut pas hésiter à réallouer du budget. Et du coup, il se peut que Google identifie ça. Donc, non, il ne faut pas toujours les respecter. Et dans tous les cas, c'est vous qui restez maître de votre budget. Donc, il n'y a aucune obligation là-dessus. Lui, il vous fait ces suggestions-là parce que ça va dans son sens, quoi. Axel, la stratégie maximiser les conversions fait parfois exploser le CPC. Que faire dans ces cas-là? Alors, en fait, ces stratégies d'enchères, elles sont assez intéressantes parce que ça reste de l'algo, ça reste un petit peu d'intelligence artificielle de la part de Google. Par contre, ce qu'on a pu voir, et c'est très vrai ce que vous dites, c'est que ça fait parfois exploser le CPC. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de revenir sur une stratégie maximiser les clics pour pouvoir donner à Google votre CPC maximal. Et dans ce cas-là, ça va vous faire énormément baisser votre budget, mais ça n'empêchera pas votre campagne de marcher. Et vous générerez quand même des conversions. Parce que, mine de rien, plus vous allez avoir de clics, plus vous allez potentiellement avoir de leads. Donc, vous pouvez très bien revenir sur une stratégie maximiser les clics, où vous dites à Google, par contre, moi, mon CPC max, c'est 10 centimes. Et dans ce cas-là, vous êtes sûr de ne plus exploser vos CPC et vous continuerez de faire des conversions. Donc, si vous voyez vraiment que ça ne marche pas et que vous ne maîtrisez plus du tout vos CPC, n'hésitez pas à faire ça. Laurent, un webinaire avec du concret utile suffisamment rare pour être souligné. Merci beaucoup. Elsa, budget minimum de 500 € aussi lorsque l'on souhaite uniquement, par exemple, augmenter son taux de vue sur une vidéo YouTube sans avoir un achat derrière en particulier. C'est-à-dire, est-ce que 500 € c'est suffisant si on souhaite juste afficher sur YouTube? Après, sur YouTube, les coûts sont assez faibles. Donc, si c'est une campagne un peu ponctuelle et que c'est simplement pour faire de la notoriété ou augmenter un taux de vue, on peut peut-être même descendre en dessous de 500 € parce que pour le coup, les coûts sont vraiment les coûts par vue sont très, très faibles sur YouTube. Mélanie, une petite question. Oui. Nous proposons des applications et faisons 2 campagnes, une avec nos mots-clés produits et une sur les mots-clés concurrents. Aïe, aïe, aïe. Est-ce une bonne pratique? Vaut-il mieux pas mutualiser les deux? Sur ma campagne concurrente, je n'ai que des mots-clés de marques concurrentes. Alors, sur ce sujet-là, Google n'interdit pas formellement. En revanche, vous pouvez être déclaré par votre concurrent comme faisant une utilisation abusive. Et en fait, vous avez la possibilité sur Google de remplir un formulaire qui vous permet d'autoriser un certain nombre de noms de domaine autorisés à utiliser votre marque. Donc aujourd'hui, ça veut dire que votre concurrent n'a pas fait cette démarche-là. En revanche, vous pouvez être pénalisé à tout moment parce que vous l'avez fait. Et en plus de ça, cette stratégie, elle est un petit peu compliquée du point de vue utilisateur parce qu'en fait, alors je ne connais pas vos stats, mais j'imagine que sur cette campagne-là, vous avez quand même un taux de rebond qui est assez important. Ça le fait souvent, par exemple, si on cherche une marque en particulier, qu'on arrive sur le site d'une autre marque, en fait, on part tout de suite parce que quand on est dans ce comportement de recherche-là, de chercher une marque directement, c'est que la notoriété de la marque est suffisante et qu'en tout cas, le lead est suffisamment au courant de ce qu'il recherche pour vouloir aller sur... Si par exemple, il veut aller sur le site d'Adimeo, il ne veut pas aller sur le site sur un autre site d'agence. Donc en fait, c'est un petit peu délicat comme stratégie. Nous, on ne la recommande pas. Faire des campagnes de branding avec votre nom de marque, ça, c'est très bien. Mais par contre, sur les campagnes des non-concurrents, voilà, c'est pas... Et comme le disait Marine, Google ne l'interdit pas, mais par contre, il peut restreindre la diffusion sur vos annonces. Donc, c'est pas forcément là où vous aurez le plus de résultats. Alors, j'ai peut-être loupé un truc. Laurent, je ne sais pas s'il y avait une question sur la démarche exploratoire de recherche d'audience, si vous voulez compléter dans le chat. Fanny, quand nous avons des mots-clés avec 0 clic, faut-il les enlever pour rendre l'annonce plus pertinente? Non, pas forcément, parce qu'en fait, ça ne vous fait pas dépenser de budget et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, ça déclenchera un clic. Donc, ce n'est pas dérangeant. Bon, après, si votre campagne est 80% de mots-clés qui font 0 clic, là, il faut peut-être revoir un peu l'axe de la campagne. Mais par contre, non, ce n'est pas dérangeant. Si ça fait 0 clic, ça ne vous fait pas dépenser de budget. Vous n'avez rien à perdre. Si notre budget est inférieur à 500 € par mois pour des articles d'équipement de la personne, est-ce que ça a un sens d'essayer d'être présent sur Google Shopping? En fait, sur Google Shopping, la logique est un peu différente parce que là, on va pouvoir avoir un ROI qui se mesure directement. Les 500 €, on parlait peut-être plus de stratégie de vente de services ou de prestations intellectuelles où là, on est sur des cycles de vente un peu plus longs.
Après, sur Google Shopping, bon, faut pas non plus descendre trop bas, quoi. Déjà, 500 € sur Google Shopping, les enchères sont un peu plus élevées. Faut tester. Mais bon, descendre sur un budget à 200 €, 300 €, ça va être difficile d'avoir des résultats, quoi, et d'avoir une diffusion suffisante. Je vois l'heure qui tourne, je vais prendre les dernières petites questions. Axel, activer une campagne 3 mois, l'arrêter 1 mois, la reprendre 1 mois, peut-on être pénalisé? Oui, dans le sens où si vous stoppez vraiment tout, Google, il va repartir du début et du coup, il va y avoir encore cette phase d'analyse qui va durer une quinzaine de jours. Donc, vous risquez de perdre du temps. Moi, ce que je conseillerais, c'est si vous voulez l'arrêter 1 mois, c'est de la laisser vraiment en toile de fond avec 50 centimes de budget par jour ou 20 centimes de budget par jour, mais de ne pas la couper entièrement, quoi. Mathilde, pourquoi le site link ne s'affiche pas toujours? Parce que Google choisit de l'afficher que s'il trouve que c'est pertinent. Donc, si vous en avez 8 ou 10, il va choisir parmi les 8 ou 10 celles qui sont les plus pertinentes par rapport à la requête que l'utilisateur a tapée sur Google. Axel, concernant la note attribuée aux mots-clés, comment fait-on monter cette note lorsque nous sommes à 1 sur 10 sur le mot-clé? Là, ça va être c'est toujours par rapport à l'annonce, en fait, et au fait d'avoir récupéré vos mots-clés dans l'annonce et d'avoir toujours cet alignement entre l'annonce et les mots-clés. Et Sarah qui nous demande: j'ai démarré une annonce ce matin avec 150 impressions, mais 0 clic, est-ce normal? Si ça date de ce matin, oui, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas encore eu de clic. Comme le disait Marine, faut quand même laisser un petit peu rouler démarrer la campagne avant de tout de suite se poser des questions. Laurent, quand vous disiez qu'il ne fallait pas hésiter à investir avant d'avoir du retour, il n'y a pas de retour, mais on accumule les informations visant à atteindre l'équilibre ou un ROS positif. D'où cette remarque d'une campagne payante, c'est de partir à la pêche de façon éclairée. En fait, sur le ROAS, surtout si vous voulez pouvoir mesurer en fait ce ROAS de façon, le ROAS positif, il ne faut pas hésiter vraiment à investir, même si au début vous avez un petit peu du mal à avoir du retour. C'est ça qui vous permettra vraiment de pouvoir vous y retrouver en termes de budget par la suite. Et Mathilde, où peut-on trouver le taux de rebond? Ça, ce sera sur Analytics. Que vous pourrez la voir. Et je pense que voilà, on va peut-être s'arrêter par là pour les questions. C'est déjà pas mal. En tout cas, merci d'avoir été aussi impliqué dans cet échange de questions-réponses. C'était très intéressant. J'espère pour vous aussi que vous avez appris des choses. N'hésitez pas du coup à vous inscrire pour nos prochains webinaires. À nous contacter si vous avez besoin de conseils sur vos campagnes Google Ads ou que vous souhaitez vous faire accompagner aussi sur le sujet. On reste bien évidemment disponible. Donc j'espère vous revoir pour nos prochains webinaires et merci encore pour votre participation. Très bel après-midi à tous.